Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Le président chinois Xi Jinping est arrivé dimanche à Beijing après un voyage qui l'a mené de Paris jusqu'en Afrique du Sud. Les députés des deux parlements rivaux de Libye qui ont signé une déclaration de principe sur la fin du conflit qui déchire leur pays. La Turquie a déployé des centaines de soldats près de la ville irakienne de Mossoul. L'Irak demande leur retrait immédiat et parle de violation de la souveraineté territoriale. Le Pakistan n'a pas de lien avec la femme responsable de la fusillade aux États-Unis, selon le ministre pakistanais de l'Intérieur. Et enfin, Carlsberg, quatrième producteur mondial et propriétaire de la brasserie Chongqing, a annoncé le licenciement de 2000 de ses employés dans le monde. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping est arrivé dimanche à Beijing après un voyage qui l'a mené de Paris jusqu'en Afrique du Sud. Samedi, le président Xi Jinping a quitté Johannesburg après la fin du sommet Chine-Afrique. Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont été raccompagnés à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères sud-africain et par d'autres représentants du gouvernement. Au cours des 7 derniers jours, Xi Jinping a participé à la conférence de l'ONU sur le changement climatique à Paris, puis il s'est rendu en Afrique pour des visites d'État au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Il a également participé à un sommet à Johannesburg sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Au cours de ces visites, le président chinois a rencontré des dirigeants de plus de 50 pays et organisations régionales et a donné des discours de grande importance, exprimant ainsi la volonté chinoise d'être au rendez-vous des défis globaux avec les autres pays de la planète et de promouvoir un développement commun. Le 5 décembre 2015, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération Maïten Kona Mashabane ont participé à une conférence de presse conjointe après la clôture du sommet de Johannesburg lors du forum sur la coopération Chine-Afrique en Afrique du Sud. S'exprimant à propos du choix de la croissance industrielle en tant que l'un des aspects clés de la nouvelle relation économique entre la Chine et l'Afrique, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a indiqué que la Chine avait contribué en partie à la croissance de l'Afrique. Afin que l'Afrique rejoigne la communauté des pays développés, il faudrait favoriser sa propre capacité de développement industriel et économique indépendant. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Nkoana Mashabane, a déclaré que son pays saluait l'annonce de la Chine de travailler avec les États africains sur l'industrialisation afin de faciliter la vision élargie de croissance du continent. En tant que pays ami, la Chine comprend et soutient le souhait de l'Afrique d'accélérer son industrialisation. La Chine a la ferme volonté et la capacité d'aider les pays dans ce processus. Après des décennies d'industrialisation, la Chine a accumulé une grande variété de hautes compétences, des technologies avancées, ainsi que le soutien financier nécessaire. La capacité et la maîtrise technologique de la Chine, en particulier, conviennent aux besoins actuels de développement des pays africains. Elles sont de haute qualité et bon marché. Donc, nous le souhaitons et nous sommes qualifiés pour devenir un partenaire idéal de l'industrialisation de l'Afrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la mise en place de la stratégie de coopération industrielle entre la Chine et l'Afrique avait débuté au Kenya, en Tanzanie et en Afrique de l'Est et avait été développée vers l'Afrique du Sud et l'Égypte pour l'Afrique du Nord pour des projets pilotes. Un projet pilote a déjà débuté au Kenya. Et cela inclut aider à construire de nouveaux parcs industriels qui comprendront plusieurs entreprises exerçant dans divers secteurs d'activité économique, dont la manufacture pour les exportations. En Éthiopie, la Chine a bâti des parcs industriels qui fabriquent actuellement des chaussures, tant pour les marchés domestiques qu'à l'export. Nous soutenons les Africains en vue de résoudre leurs problèmes à leur manière. C'est évident, parce que ce sont les Africains eux-mêmes qui comprennent le mieux la situation, et c'est eux-mêmes qui sont les plus qualifiés pour résoudre ces problèmes. En tant que pays étranger, la Chine a la volonté de soutenir fermement ces pays africains, ainsi que les organisations des pays africains dont l'Union africaine a joué leur propre rôle dans la résolution des problèmes en Afrique.
Durant les 2 jours qu'a duré le Forum de coopération Chine-Afrique ou FOCAC, les dirigeants africains ont loué Beijing pour avoir facilité l'entrée en Afrique de quelques 3000 entreprises chinoises qui ont en retour investi un total de 30 milliards de dollars dans divers pays africains. Les députés des 2 parlements rivaux de Libye ont signé une déclaration de principe sur la fin du conflit qui déchire leur pays. La proposition a été signée dimanche par 2 groupes du Parlement libyen et de son rival, le Congrès national général. Il appelle à la formation d'un comité de 10 personnes, 5 pour chacun des parlements qui seront chargés de désigner par intérim et de vice-premier ministre. L'initiative est parallèle aux négociations chapeautées par l'ONU qui se déroulent entre les 2 gouvernements et parlements dans le but de former une administration unie. La Libye est plongée dans le chaos depuis 4 ans avec 2 gouvernements réclamant chacun le pouvoir et des groupes armés s'affrontant pour le contrôle de ces vastes ressources énergétiques. La Turquie a déployé des centaines de soldats près de la ville irakienne de Mossoul. L'Irak demande leur retrait immédiat et parle de violation de la souveraineté territoriale. Mais la Turquie rejette ces critiques, disant que le déploiement est de routine. Plusieurs centaines de soldats turcs avec des chars et de l'artillerie ont été déployés près de la ville irakienne de Mossoul, actuellement aux mains de l'organisation État islamique. La Turquie dit qu'il s'agit d'une mission de routine. Ce n'est pas un nouveau camp. Environ 2000 volontaires de Mossoul ont été formés l'an dernier pour les soutenir dans leur lutte contre Daesh. Cet entraînement a été décidé à la requête du gouverneur de Mossoul et il a été coordonné par le ministère irakien de la Défense. L'Irak dit avoir été informé du déploiement et a pressé l'ambassadeur turc pour qu'il demande un retrait immédiat. Le président irakien Fouad Massoum a qualifié le déploiement de violation des normes et des lois internationales. Il a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour préserver la souveraineté et l'indépendance du pays. La réponse de la Turquie a été univoque. Ceux qui n'interprètent pas bien cette rotation de routine veulent entrer dans une provocation délibérée. Nous avons formé nos frères irakiens contre Daesh au camp de Bashika et dans d'autres lieux et nous allons continuer de les former. Les autres camps que la Turquie possède en Irak se situent à l'intérieur des frontières officielles de la région kurde. Mais le site de Mossoul est revendiqué par le Kurdistan et par Bagdad. Le déploiement arrive comme le résultat de différents politiques sur l'exportation de pétrole et le manque de coordination militaire entre Bagdad et Irbil. La question est que le Kurdistan fait partie de l'Irak mais se conduit comme un État indépendant. Le sentiment politique est fort à Bagdad contre le déploiement de forces étrangères. Si ces troupes turques ne partent pas et ne sont pas frappées par les forces aériennes irakiennes, elles seront suivies d'autres troupes américaines, saoudiennes, qataries et celles d'autres pays islamiques. Pour M. Zamili, c'est la Russie qui devrait constituer leur première option de coopération. Je pense que nous devrions coopérer avec la Russie et qu'il est temps de demander aux forces aériennes russes d'aider l'Irak à se débarrasser de l'ennemi, que ce soit Daesh ou ce nouvel ennemi qui prend le visage d'une armée islamo-arabo-turco-américaine. Le président des États-Unis, Barack Obama, a essayé de rassurer les Américains anxieux que son administration les protégera de la menace du terrorisme lors d'un rare discours dans le bureau ovale. Le discours fait suite à la montée des inquiétudes du public face à la fusillade à San Bernardino, en Californie, la semaine dernière. Barack Obama a demandé au Congrès de prendre des mesures immédiatement. Aujourd'hui, ici, nous devons travailler ensemble pour résoudre ce défi. Le Congrès devrait prendre plusieurs mesures immédiatement. Pour commencer, le Congrès devrait agir pour s'assurer que personne ne puisse acheter une arme. Quel pourrait être l'argument qui permettra à un suspect terroriste d'acheter une arme semi-automatique? C'est une question de sécurité nationale. Ensuite, nous devrions mettre en place un dépistage plus important pour les personnes sans visa en Amérique. Enfin, si le Congrès pense, comme moi, que nous sommes en guerre avec l'organisation État islamique, il doit aller de l'avant et voter une autorisation pour continuer l'utilisation des forces militaires contre l'organisation État islamique,
Nous devons être unis et engagés dans ce combat. Le Pakistan a rejeté toute présomption de responsabilité retenue à son égard concernant la fusillade à San Bernardino. Cependant, il se dit prêt à fournir toute l'assistance dont les États-Unis auraient besoin pour enquêter sur Tashfin Malik. Durant une conférence de presse à Islamabad, le ministre de l'Intérieur pakistanais, Chaudhry Nisar Ali Khan, a déclaré que même si Malik était né au Pakistan, il a passé la majeure partie de sa vie en Arabie Saoudite avant de rejoindre son futur époux. Toute la famille de la jeune femme de 29 ans s'est installée en Arabie Saoudite il y a plus de 20 ans et y vit toujours. Le ministre pakistanais a ajouté que jusqu'à présent, les Américains n'ont toujours pas abordé le problème avec eux, mais des efforts particuliers sont entrepris à l'extérieur du Pakistan pour diffamer le pays. Le programme de protection des forêts naturelles que la Chine met en place progresse. L'abattage commercial dans les forêts naturelles sera définitivement interdit d'ici 2017. Il s'agit d'un engagement fort de la Chine envers la protection des poumons de la planète. Toutefois, les sociétés forestières vont devoir s'adapter pour survivre à cette interdiction. Le groupe forestier du mont Changbai s'y attelle, comme nous allons le découvrir en images. Cela fait près de 30 ans que Shou Wenguang est bûcheron. Mais cette année, il a dû remiser sa tronçonneuse car l'abattage commercial des forêts naturelles a été définitivement interdit dans le nord-est de la Chine. J'ai été bûcheron toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire après l'interdiction? Comment vais-je gagner ma vie? Les bûcherons n'ont pas beaucoup d'éducation. Nous nous sentons trop perdus et incompétents pour nous en sortir seuls. Ces bûcherons connaissent les forêts comme leur poche. C'est pourquoi certains d'entre eux ont été embauchés comme gardes forestiers. Je veux devenir garde forestier car j'ai coupé tellement d'arbres par le passé. Maintenant, je veux protéger ces arbres et les garder pour les générations futures. Car l'activité de garde forestier ne suffira pas à une société dont l'activité principale consistait en l'abattage et la transformation du bois. Le groupe forestier du mont Changbai s'est vu attribuer 24 000 km² de forêt, soit l'équivalent de 80% de la Suisse. Il procède à une transformation de son modèle commercial et plutôt que d'abattre les arbres, il va tirer parti de ce qu'offre la forêt. Les industries vertes explosent. Ceci inclut la culture de champignons comestibles et médicaux dans la forêt. Les ouvriers fabriquent 1 million de sacs plastiques pour cultiver les champignons, en se servant de la biomasse des forêts. Les sacs seront distribués aux personnes vivant dans les forêts. Les ouvriers pourront faire pousser eux-mêmes des champignons et gagner plus d'argent. Et nous pourrons réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de yuan par an. Les zones forestières se voient de plus encouragées à développer le tourisme afin de créer des emplois au niveau local. Le lac Laolike est par exemple devenu célèbre pour ses paysages enneigés. La forêt ne sera ouverte au tourisme qu'en hiver afin de minimiser l'impact sur son écosystème. Les touristes, et en particulier ceux du sud de la Chine, se ruent sur ce monde féerique. Nous n'avons pas beaucoup de neige dans les villes. Nous sommes très contents de venir ici et je pense qu'il protège bien l'environnement. Je vais conseiller à mes amis de venir. La forêt reste la même, mais la mentalité des Chinois évolue. Les personnes vivant dans les forêts cherchent un nouvel équilibre avec Mère Nature. Ceux de la Chine comptent en grande partie sur le chauffage au charbon pour combattre le froid de l'hiver. Au début du mois de novembre, alors que les maisons commençaient à utiliser du chauffage, la qualité de l'air atteint des niveaux extrêmement dangereux à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning. Certains cherchent une alternative, un système qui existe depuis plus de 50 ans. Avec l'hiver qui est déjà bien installé, les habitants du nord-est de la Chine rentrent dans leur maison bien chaude après une longue journée de travail. Ce niveau de confort est possible grâce à un système de chauffage au charbon. Mais cela veut aussi dire qu'il faut inhaler de l'air toxique lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Chaque année pendant l'hiver, les gens du nord-est du pays utilisent leur système de chauffage alimenté au charbon. Les villes sont souvent complètement enveloppées par le smog. Mais existe-t-il une alternative au charbon? Et si c'est le cas, est-ce que cela est viable économiquement?
Voici un immeuble résidentiel typique dans le nord-est de la Chine. La chaleur provient d'une chaudière alimentée au charbon. Plus la maison est chaude, plus il y a de particules polluantes dans l'air. L'utilisation de l'électricité est une solution. Un groupe d'écologistes à Shenyang a remplacé la vieille chaudière à cette station. L'investissement initial qui ne compte pas les coûts d'entretien, l'usure et le remplacement de l'équipement s'élève à environ 200 yuan par mètre carré par ménage. Un mois après le début du projet, les données montrent que la qualité de l'air de la zone s'est améliorée de façon importante. Même si 200 yuan ou 31 dollars américains ne semblent pas être une grosse somme, essayez de multiplier par 270 millions de mètres carrés le total de la superficie occupée par les ménages de Shenyang. Si on remplace le charbon par l'électricité, les gens vont devoir payer 2 fois plus cher qu'à l'heure actuelle. Et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Wang Qinlin est conseiller provincial et a soumis plusieurs propositions en lien avec ce projet. Les factures d'électricité des stations de chauffage rendent plus difficile la promotion du projet. Si un prix préférentiel pour l'électricité peut être accordé par les autorités au niveau national, le projet sera beaucoup plus intéressant. Pour une région comme le Nord-Est dont l'économie traverse une période difficile, la question reste de savoir comment les gens peuvent se garder au chaud sans avoir à vivre en permanence dans un épais brouillard toxique. Le marché chinois de la bière est saturé. Carlsberg, quatrième producteur mondial et propriétaire de la brasserie Chongqing, a récemment annoncé d'ici 2018 le licenciement de 2000 de ses employés dans le monde et la fermeture de plusieurs usines dans l'est de la Chine. Le marché de la bière a vu l'an dernier sa production diminuer en Chine pour la première fois depuis une décennie. Et ce déclin s'est confirmé cette année. Tsingtao a par exemple enregistré un recul de 5,5% de son chiffre d'affaires au cours des 3 premiers mois de l'année. Même chose pour le groupe Yanjing, dont le recul est de 6,5%. Les principaux producteurs de bière cherchent à consolider leurs marges bénéficiaires en rachetant des petites sociétés. Le secteur de la bière a connu 80 fusions et acquisitions depuis 2001 en Chine, le nombre d'acteurs passant d'1 millier à 20. La consommation de bière dépend énormément de la restauration qui a besoin d'une gestion très localisée. Il n'est pas facile pour les producteurs de se développer à l'étranger ou dans d'autres régions. Ils doivent trouver de bons managers et distributeurs. L'un des principaux composants de la bière est le malt, que la Chine importe d'Europe. Le malt ne se conserve que 3 mois, et l'an dernier, son prix a augmenté de 40%. Plusieurs producteurs ont recours à des composants alternatifs qui vont dénaturer le goût de la bière. Et les jeunes consommateurs se tournent vers d'autres boissons alcoolisées, telles que les cocktails prémixés. La jeune génération de consommateurs ne se satisfait plus de la bière pression. Elle a ses marques et goûts préférés. Je peux dire qu'environ 75% de la bière produite en Chine est désormais plus légère au niveau du goût, car les producteurs réduisent leurs coûts. De nombreux producteurs font désormais des produits à peine au-dessus des normes. Ils n'utilisent pas 100% de malt, mais aussi du riz et du maïs pour réduire les coûts. Selon l'association chinoise des boissons alcoolisées, les 5 principaux producteurs de Chine, Snow, Tsingtao, AB, Yanjing et Carlsberg, totalisent 80% du marché. Mais la tendance aux fusions et acquisitions ne serait désormais plus soutenable en raison de la saturation du marché. Un Chinois consomme en moyenne 34 litres de bière chaque année, soit un peu plus que la moyenne mondiale, 33 litres. La consommation totale de bière a atteint un pic. L'avenir est à la stabilisation de ce pic et à la prévention de chutes substantielles. Au final, ce que les producteurs doivent faire est d'améliorer leurs produits pour offrir une meilleure expérience aux consommateurs. C'est la clé du succès. L'an dernier, la Chine a vendu 50 milliards de litres de bière, soit 26% du total mondial. On estime à 8% la diminution du chiffre d'affaires du marché chinois de la bière d'ici la fin de l'année. C'est aujourd'hui la 30e journée internationale des volontaires, une célébration mondiale qui vante les accomplissements de bénévoles et d'organisations à tous les niveaux
Pour marquer l'occasion, certains étudiants étrangers de Shanghai se sont rendus en banlieue de la ville, dans un centre de soins pour s'occuper de personnes âgées. Orlando Mayugi, 19 ans, vient du Burundi et étudie le mandarin à l'université Donghua. Il est bénévole actif depuis quelques années. Cela l'a amené à enseigner à des enfants de zones rurales et à s'impliquer dans des activités environnementales. Ce matin, il a passé du temps dans une maison de repos à aider des personnes âgées qui y résident et qui y bénéficient d'un suivi médical. Orlando Mayugi a avoué être très excité par sa rencontre avec le plus vieux couple de Shanghai, constitué de Su Yun-xiang, 103 ans, et de Zhao Ta-mei, 104 ans. Je suis très content car c'était la première fois que je rencontrais des centenaires. C'était super. Quand ils se parlent, vous ressentez quelque chose, même si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous ressentez quelque chose de profond. C'est ce qui est le plus important. Cindy Chang, 20 ans, vient d'Afrique du Sud et étudie également à Shanghai. Aujourd'hui, c'est son premier jour en tant que bénévole. J'ai vécu en Chine quelques années et je pense que c'est mon devoir de donner en retour. Je me considère privilégiée d'être là et de rencontrer un si vieux couple. Ici dans la pièce, vous pouvez sentir l'amour qui les lie. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Je me donnais derrière eux et il a parlé à son épouse. C'était si chaleureux. Des médecins se sont portés volontaires pour proposer des examens oculaires et sanguins aux 200 résidents de la maison de repos. Les médecins disent que la cataracte apparaît chez 80 à 90% des personnes de plus de 80 ans. Ils rappellent qu'un traitement adéquat peut éviter à 90% des patients souffrant d'une cataracte de devenir aveugles. C'est pourquoi un suivi rigoureux des patients et de l'équipement est très important. C'est une tâche à long terme pour nous, pas seulement lors de la Journée internationale des volontaires. Nous travaillons avec des maisons de repos et des communautés pour assurer un suivi des personnes âgées et particulièrement pour celles qui ont dépassé les 80 ans. Shanghai compte plus de 1,5 million de bénévoles enregistrés et impliqués dans 15 000 organisations. Les autorités locales disent qu'elles réfléchissent à de nouveaux moyens de récompenser les bénévoles. Par exemple, en leur proposant une meilleure couverture sociale qui inclurait des examens médicaux, l'hospitalisation, une assistance juridique et une assurance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.